La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. C'est la fête de l'année, Harry Potter revient, tout le monde l'aime. Plus de 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed, or worse, expelled. Être un orphelin maltraité et incompris, se rendre compte qu'on a un talent immense, devenir quelqu'un et sauver le monde du mal. Découvrir un monde étrange et mystérieux, se découvrir à l'école à travers ses amis, ses professeurs passés de l'enfance à l'adolescence. Tel est le destin d'Harry Potter, le jeune sorcier inventé par J.K. Rowling dans les années 90 et qui a ensorcelé la culture populaire. 7 romans, 8 films, des jeux vidéo, des milliers d'objets dérivés, l'industrie culturelle s'est emparée du destin d'Harry Potter. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce succès hors norme ? Pourquoi et comment J.K. Rowling est-elle parvenue à un tel succès ? C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans l'Histoire continue. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Ouais, plongez donc aujourd'hui dans le monde d'Harry Potter. Les aventures du jeune sorcier ont été au début des années 2000 l'occasion d'un phénomène totalement hors norme dans le monde de l'édition. Jamais un livre jeunesse n'avait été aussi vendu et lu partout, un peu partout dans le monde en si peu de temps. C'est simple, dans les classements de vente de livres, Harry Potter se classe tout de suite après la Bible, le Coran ou le petit livre rouge de Mao Tse-tung. Bon, pour une œuvre de fiction, et certainement pour un ouvrage destiné plutôt à la jeunesse et écrit par une femme, c'est de l'inédit. Alors ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, c'est vous raconter l'histoire de ce succès, comment J.K. Rowling a créé ce monde de magiciens et comment elle est parvenue à en faire une icône de la pop culture. Mais nous allons aussi, avec nos invités, tenter de comprendre pourquoi ce succès, qu'est-ce qui, dans le monde de Harry Potter, attire à ce point le lecteur et les lectrices. Est-ce que ce livre touche à des mécanismes psychologiques ou culturels qui permettent d'expliquer pourquoi le public des jeunes lecteurs et des jeunes adultes s'est à ce point rué sur les livres d'Harry Potter. Oui, et d'ailleurs on évoquera aussi l'effet d'Harry Potter sur la lecture et sur le livre. Est-ce qu'avec le recul, il est permis, ou ce phénomène a permis de reconnecter au livre une génération que l'on disait, sans doute un peu vite, plutôt portée sur les écrans. Pour en parler avec nous, 2 invités. Bruno Humbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychologue, amoureux de livres, vous-même prolifique auteur de nombreux livres. Michel Dufresne est également avec nous. Bonjour Michel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chroniqueur littéraire ici à la RTBF, évidemment, vous vous intéressez particulièrement à la fantasy et à la science-fiction. Alors une première question à tous les deux. Michel, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, votre première rencontre avec Harry Potter ? Alors très précisément, puisque l'édition française vient de sortir. On est en 97. Ouais, je suis en festival et dès le 2e jour, tout le monde en parle. Donc, alors quand je dis tout le monde, ce sont les auteurs, les traducteurs, les éditeurs, donc des adultes. Et tout le monde dit « T'as lu ce truc ? Franchement, jeunesse, là, c'est dans l'air du temps, ça va marcher. Oui, ça devrait fonctionner. Ah, c'est vraiment pas mal, faudrait le lire. Je vais le lire, je vais le passer à mes enfants. » Et donc, on sent vraiment l'émulation. Et pour que ça arrive dans un festival professionnel lié à l'imaginaire, qu'il y ait une forme de consensus autour d'un livre, c'est qu'il se passe un truc. Voilà. Donc, j'ai acheté le bouquin et je l'ai lu dans la nuit. Je me dis, ah ouais, elle a bien réussi son coup, voilà. Alors, même chose, Bruno Humbeck, votre premier contact avec... Alors, le premier contact, c'est par l'intermédiaire de mes enfants, qui ne lisaient pas grand-chose, ou voire pas du tout, et que je trouve plongés dans une espèce de brique. Et je les vois fascinés par cette brique. Ils ont quel âge, là, à l'époque là à l'époque, ils avaient 10 ans, 11 ans. Et ils s'étaient passionnés. Et donc, je me dis, là, il y a certainement dedans quelqu'un qui fait de la magie, pour les faire lire des briques pareilles. Et donc, c'est là que ma première rencontre avec Harry Potter. Allez, on se plonge dans nos archives par une nuit froide et sans lune, où vont se dérouler des événements mystérieux. Les parents de Benjamin, 11 ans et demi, habitaient Charleroi. Ils avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux.
Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'il puisse se trouver impliqué dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Il n'avait pas de temps à perdre avec des sornettes. Et pourtant, les voilà, à minuit moins 5, le 3 décembre 2003, à déambuler dans la ville basse de Charleroi. Une demi-lune blafarde tapisse les murs d'un gris souris. Les rues sont calmes, mais Benjamin et ses parents rejoignent un attroupement qui s'est formé devant l'ancien hôtel des Postes. Sa tour a un air de beffroi nordique. Sa façade raffinée rappelle une riche maison bourgeoise flamande. Depuis 2 heures maintenant, le groupe grossit. Ils sont une centaine qui trépignent face au bâtiment qui abrite la plus grande librairie de Charleroi, la librairie Molière. Quand sonnent les 12 coups de minuit, Benjamin se lance dans une course. D'abord les escaliers. Il a bien étudié son coup. Il prend celui de droite. Un raccourci qui va lui permettre de court-circuiter la foule. Son manteau, un peu trop grand pour lui, le gêne un peu, mais il a fait le bon choix. Il arrive tout premier devant le présentoir où s'entasse le 5e tome d'Harry Potter. Ça y est, t'es le premier? Oui. Tu as quel âge? 11 ans et demi. Ça représente quoi pour toi de l'avoir en main? C'est génial. C'est chouette. Et Dieu pour se lever pour aller à l'école demain matin. N'est-ce pas? Le plus étrange dans toute cette histoire, c'est que la même scène s'est déroulée simultanément un peu partout dans le monde. Le 5e volet des aventures de Harry Potter. Depuis minuit, de Londres à Sydney et de Singapour à Bruxelles, les librairies sont littéralement prises d'assaut par les fans du plus célèbre magicien de la planète. C'est la fête de l'année, Harry Potter revient, tout le monde l'aime. Les Belges, les expatriés, mais aussi les touristes qui passaient devant la vitrine sont venus. Le phénomène Harry Potter est incroyable. Tu vas vite rentrer pour le lire à la maison? Oui, je vais commencer à le lire en marchant jusqu'à la maison et je meurs d'envie de le lire. Lors de la sortie de ce 5e tome en 2003, Harry Potter est déjà un phénomène d'édition hors norme. 2 films sont déjà sortis, des produits dérivés naissent tous les jours. Et son autrice, Joanne Rowling, dit J.K. Rowling, une des femmes les plus riches d'Angleterre. Pourtant, 13 ans plus tôt, rien, mais alors rien, ne laissait présager un tel succès. En 1990, Joanne Rowling a 25 ans. Elle est employée comme secrétaire à la Chambre de commerce de Manchester. Sa vie, à ce moment-là, est un peu indéterminée. Alors, elle, passionnée de lecture depuis son enfance, tente d'écrire. Mais les manuscrits qu'elle produit ne la satisfont pas. Elle ne cherche même pas à les faire publier, ni même à les faire lire par ses proches. Un jour de cette année-là, dans un train qui l'emmène à la gare de King Cross, à Londres, elle rêvasse devant la fenêtre. Les longues ondulations de la campagne anglaise défilent devant elle. Elle imagine le début d'une histoire. Celle d'un petit garçon doté de pouvoirs de sorcier, mais qui ignore qui il est. Elle l'imagine déjà maigre, avec ses lunettes rondes, un peu effacées. Je suis un quoi? Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu seras un peu entraîné. Non, vous faites erreur, parce que... Je ne suis pas un sorcier. C'est vrai, je suis... Harry. Juste Harry. Elle imagine déjà ses amis fidèles. Elle imagine déjà une école de sorcellerie peuplée de fantômes dans les Highlands. Bienvenue à Poudlard. Bien, dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres. Mais avant que vous preniez place, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle,
Cerf d'aigle et Serpentard. Elle imagine déjà ce petit garçon qui va, à l'adolescence, découvrir qu'il porte un secret qui va décider du sort du monde. Elle raconte dans sa biographie. J'écrivais presque sans interruption depuis l'âge de 6 ans. Mais jamais une idée n'avait engendré chez moi une telle excitation. À mon immense frustration, je n'avais pas sur moi de stylo en état de marche et j'étais trop timide pour en emprunter un à quelqu'un. Je pense aujourd'hui que ce fut une bonne chose, car je suis restée assise à réfléchir pendant 4 heures. Le train a eu du retard. Ce qui a permis à tous les détails de s'accumuler pour donner vie dans mon esprit à ce petit garçon maigre à lunettes et aux cheveux noirs qui ignorait qu'il était magicien. Arrivée chez elle, Joanne Rowling prend frénétiquement des notes et place ses papiers dans une boîte à chaussures. Joanne Rowling continue sa vie de secrétaire et en parallèle, à ses heures perdues, ajoute des feuillets dans sa boîte. Un personnage en plus, un lieu à faire découvrir, une énigme à résoudre. Et petit à petit, un monde. Celui des sorciers, avec sa culture, ses lois, ses institutions, son langage, sa mythologie. Ah! Encore un Weasley. Avec toi, pas la moindre hésitation. Gryffondor. Oculus Reparo. Les premières années doivent savoir qu'il est strictement interdit de pénétrer dans la forêt. Sache une chose, Harry, c'est très important. Les sorciers ne sont pas tous gentils. Je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire renvoyer. Elle aurait besoin de revoir l'ordre de ses priorités. Joanne Rowling sent chaque jour son projet s'étoffer. Mais le 30 décembre 1990, sa mère meurt suite de maladie. Elle perd aussi son travail et doit s'exiler au Portugal. C'est là qu'à 25 ans, elle se sent orpheline. Une expérience qui va tout changer. Harry Potter devient lui aussi un orphelin, hanté par l'absence de ses parents. Son histoire prend une dimension tragique et son monde devient plus sombre. Désormais, les sentiments de Harry envers ses parents disparus étaient devenus bien plus profonds et tangibles. C'est durant les premières semaines de mon séjour au Portugal que j'ai écrit mon chapitre préféré de l'école des sorciers, le miroir du Riséd. Dans cette scène du miroir du Riséd, Harry Potter contemple longtemps dans un miroir son reflet, où apparaissent à ses côtés ses parents morts lorsqu'il était nouveau-né. Tu es encore là, Harry. Je vois que tu as découvert, comme beaucoup de gens avant toi, le bonheur de contempler le miroir du Riséd. J'imagine que maintenant tu as compris ce qu'il fait. Je vais te mettre sur la voie. Pour l'homme le plus heureux de la Terre, il serait un miroir ordinaire. Il n'y verrait que son reflet, rien d'autre que son reflet. Alors, il nous montre ce que nous voulons voir. Tout ce que nous voulons voir. Oui et non. Il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur. C'est ainsi que toi, qui n'as jamais connu ta famille, tu l'as vu soudain apparaître devant toi. Mais n'oublie jamais ceci, Harry. Ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Des hommes ont dépéri en le contemplant ou sont devenus fous. Les années passent. Joanne Rowling se marie, puis divorce. Sa vie professionnelle patine. Elle revient en Angleterre où elle vit de l'aide sociale. Des allers et retours qui la font sombrer dans la dépression. Elle envisage même un temps le suicide. Et là encore, l'histoire de Harry Potter va se charger de ses propres expériences. Dans le monde qu'elle crée
apparaissent désormais les détraqueurs, ces créatures des ténèbres qui se nourrissent de la joie et provoquent du désespoir et de la tristesse. Cette longue gestation qui s'enrichit des expériences de la vie compliquée de J.K. Rowling explique en partie la profondeur du monde qu'elle crée. Finalement, après bien des refus, un éditeur publie enfin le premier tome de sa série, 7 ans après sa révélation dans Le Train de Londres. Harry Potter à l'école des sorciers est enfin publié. Prudent, l'éditeur ne commande que 1000 exemplaires. Mais après quelques semaines, il faut déjà réimprimer, car les ventes décollent. Le Swaffle est libéré et le match commence. Harry Potter déborde rapidement hors d'Angleterre. L'année suivante, en 1998, il est publié en France et aux États-Unis. 10 points pour Gryffondor. La publication du tome 2 l'année suivante va définitivement confirmer un phénomène et les droits sont achetés par Warner Bros. Pour le cinéma. J.K. Rowling devient la première écrivaine millionnaire du Royaume-Uni. Les ventes ne se comptent plus en milliers, ni en centaines de milliers, ni même en millions, mais en centaines de millions, du jamais vu. Désormais, dans les médias, on ne parle plus d'un livre, mais d'un phénomène de société, et chaque sortie est désormais une grande mise en scène. Plus de 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, Harry Potter est plus qu'un phénomène littéraire. J'ai adoré, j'ai lu 13 fois chacun. 13 fois chacun. Donc tu connais l'univers d'Harry Potter par cœur, sur le bout des doigts. Tu peux me donner quelques mots de vocabulaire d'Harry Potter? Oui, Quidditch, Moldu... Véritable phénomène littéraire et ou opération marketing particulièrement bien menée. Le dernier titre de la série Harry Potter, traduit en français, sera mis en vente dès demain dans les librairies. Comme souvent, dans ce genre de cas, on est face aussi à un phénomène marketing. L'éditeur ne distribue qu'un nombre limité de livres pour créer une pénurie et défile devant les magasins où viennent les caméras de télévision. Et ce phénomène marketing vient presque effacer l'aspect artistique de l'œuvre de J.K. Rowling. Donc on s'interroge, tout cela en vaut-il vraiment la peine ? C'est un coup médiatique, néanmoins c'est un coup médiatique important qui en vaut la peine, je trouve, puisque le Harry Potter est très intéressant. Il permet à l'enfant de partir dans l'imaginaire, dans la sorcellerie. On avait peut-être oublié récemment, je veux dire en littérature de jeunesse, de faire rire, de faire rêver les enfants. Wingardium Leviosa. Avec l'arrivée des films et des objets dérivés, il est vrai que la machine s'emballe. Harry Potter devient un phénomène de mode avec ses conséquences les plus loufoques, comme ces chouettes adoptées de plus en plus souvent comme animal de compagnie, en oubliant que ce sont des rapaces. C'est un animal extrêmement doux. Le problème, c'est que ce ne sont absolument pas des jouets, absolument pas des nounours. Et donc, ces oiseaux peuvent être dangereux. Ce sont des grands prédateurs capables de fondre sur un renard polaire et de le tuer sur une simple pression de ses serres. Donc, jouer avec ce genre d'oiseau peut être très risqué. Levez vos baguettes. On a peur, Potter. Tu aimerais bien. En octobre 2008, le 7e et dernier tome d'Harry Potter est publié. Un tome par année scolaire. Pour la dernière fois, les libraires organisent une cérémonie commerciale. Les lecteurs, qui ont grandi avec leurs personnages, clôturent un cycle littéraire, parallèlement au cycle de leur vie d'adolescent. À ce jour, près de 500 millions d'exemplaires d'Harry Potter ont été vendus dans le monde. Très bien, Tom. Finissons-en comme nous avons commencé. Ensemble! La première. L'histoire continue.
Et on s'interroge dans cet épisode sur les raisons du succès de Harry Potter. Alors on va le prendre par deux bouts, les ressorts psychologiques et les ressorts littéraires avec nos deux invités, Bruno Humbeek, psychopédagogue, et Michel Dufrane, chroniqueur littéraire. Alors je voudrais vous poser une question un peu faussement simple à tous les deux. C'est quoi le sujet principal de Harry Potter, Bruno Humbeek ? Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, les enfants sont confrontés pour la première fois au phénomène des avatars, puisqu'on a des mondes virtuels qui sont mis à leur disposition. Et donc, il va bien falloir leur apprendre à utiliser ces avatars. Et c'est un livre qui est tombé vraiment pile poil pour le faire. Parce que J.K. Rowling, et c'est vrai que la question, savoir pourquoi le succès psychologique et pourquoi le succès littéraire n'a pas tellement de sens, parce que l'un est mêlé à l'autre. En fait, le style littéraire qu'elle a utilisé a permis ce passage de l'imaginaire au monde réel, parce qu'elle a interverti les codes. On n'a même pas entendu parler des Dursley, par exemple, pendant la présentation. Ça, c'est la vie réelle d'Harry Potter, qui est probablement un sorcier qui se fait des illusions. Et donc, en fait, il est chez son oncle, qui sont des moldus, des vrais gens normaux, et il est victime quand même de maltraitance. Personne n'y croit, parce qu'il est décrit de manière complètement onirique. Par contre, la vie rêvé d'Harry Potter est décrit de manière hyper réaliste et avec un marqueur, un passage à la voie 9/3 ou un autobus volant qui fait qu'on passe du monde réel au monde imaginaire avec ce qu'on doit apprendre nécessairement quand on utilise l'imaginaire. Raymond DeVos le disait tellement mieux que moi, quand j'emmène quelqu'un dans l'imaginaire, je dois lui garantir un retour sans encombre dans la réalité. Et donc, tu ne pourras pas utiliser ta sorcellerie dans la réalité. Tu vas être autorisé à rêver aux conditions de ta résilience et puis tu reviendras dans ta vie sans l'avoir modifié, mais en étant plus fort d'avoir rêvé. Et c'était une leçon absolument indispensable pour les enfants à cette époque. C'est ça, ça veut dire que pour vous, le sujet, c'est l'imaginaire, en fait. C'est le rapport entre le réel et l'imaginaire, cet espace intermédiaire qui fait qu'on passe dans l'imaginaire en changeant les règles du jeu et de la réalité, parce que c'est une réalité imaginaire. Ouais. Michel Dufrane, même question. Le sujet principal, finalement, d'Harry Potter, il y en a plusieurs, mais pour vous? Moi, je pense que c'est la mort, la gestion du deuil, l'acceptation de devenir adulte. Oui, ça fait déjà plusieurs. Mais oui, c'est donc cet enfant orphelin qui va devoir se construire et directement faire face à Voldemort, c'est-à-dire la mort, au fond. C'est un peu ça, la métaphore du livre. Mais il ne faut pas le nommer, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, celui dont on ne peut pas nommer le nom. Oui. Donc c'est ça l'idée pour vous? Oui, je pense que c'est l'idée, et c'est aussi une idée qui est pas anodine à l'époque, puisque donc on est fin des années 90 et qu'on est dans un contexte qui doit se réinventer politiquement. C'est la fin de la guerre froide. On rentre dans ces années. Attention, bientôt le bug de l'an 2000. On commence déjà à en parler à ce moment-là. Et d'un point de vue littéraire, on est dans la nécessité de se réinventer partout. Et vous avez aussi bien ça en littérature générale que dans les littératures de l'imaginaire. D'une part, il y a une fascination, par exemple, pour l'histoire qui réapparaît. Alors, on va avoir un Goncourt qui est la bataille. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Goncourt centré sur le récit napoléonien, ce genre de choses. Mais dans l'imaginaire, ça va donner, on l'oublie, mais à l'époque, un certain George Martin écrit Le Trône de Fer. Le Trône de Fer, très historique aussi. Voilà, c'est à la base, il veut écrire un roman historique. Tout le monde lui dit l'histoire peut-être pas du côté anglo-saxon, on ne sait pas trop. Je rajoute des dragons et j'en fais une fresque de fantasy. Il y a cet élément-là. Dans le roman d'espionnage, fin de la guerre froide, il y a un grand stop. Et John le Carré est en train de se réinventer parce que c'est à ce moment-là que paraît Le Tailleur de Panama, La Constance du Jardinier, donc qui repositionne une autre forme de regard sur le réel, qui n'est plus deux blocs qui s'affrontent, mais le mal est un peu partout, le mal s'insinue parmi les gentils, ce genre de choses. Ça veut dire qu'en littérature jeunesse, J.K. Rowling, elle arrive avec quoi de neuf par rapport à ce qui s'est fait avant, puisque, comme vous nous l'expliquez, on est dans un moment de rupture au niveau de la littérature. Alors je pense qu'elle arrive avec rien de neuf, mais qu'elle apporte un traitement qui va sembler neuf. Parce que il y a une œuvre très majeure dans la littérature jeunesse qui est, alors chez anglo-saxons c'est Jennings, chez nous c'était Bennett et Mortimer, œuvre qui est écrite entre 1950 et 1977 d'un gamin, Mortimer, qui vit dans un pensionnat école, qui a Bennett, qui a son meilleur pote Mortimer, qui a des profs et tout. Et le hasard entre guillemets, que l'auteur reprend les personnages début des années 90. Il l'en réécrit entre 91 et 94. Et une des particularités de l'œuvre de Bennett, c'est qu'il y a souvent des rentrées des classes, mais qu'elles conduisent toujours à un Bennett qui a 11 ans. Et J.K. Rowling reprend ce mythe du pensionnat qui est vraiment ancré dans la culture de la littérature jeunesse anglo-saxonne et surtout anglaise, si ce n'est que
Harry Potter, lui, va vieillir. Et donc va vieillir avec son lecteur, ce qui est intéressant. Et l'autre élément qu'elle reprend pour faire écho à ce rapport au réel et à l'imaginaire, c'est aussi dans l'air du temps. Parce qu'il y a une série qui marque à la BBC et qui va devenir un roman, série écrite par Neil Gaiman, qui s'appelle Neverwhere. Neverwhere, c'est quoi ? C'est un récit de fantasy dans un Londres contemporain, mais à travers les stations de métro, on passe dans le Londres alternatif, qui est le Londres magique, le Londres des fées et ce genre de choses. Ouais. Et c'est à cette époque-là aussi. Et c'est une œuvre qui marque. Donc on est vraiment à un moment où ce que fait bien J.K. Rowling, c'est de saisir l'air du temps et de mixer toutes ces thématiques qui sont des thématiques qui sont en train de renouveler des genres littéraires ou des genres de cinéma. Michel Dufresne disait à l'instant, Harry Potter, ce qui est relativement neuf, c'est qu'il grandit. À chaque rentrée, il évolue. Ça, Bruno Humbeck, c'est quelque chose quand même qui est marquant aussi dans cette œuvre Harry Potter. Alors tout à fait, ça aide à grandir, mais ce qui est absolument génial, c'est que ça enlève la pression de grandir. Parce que une des formules aussi que J.K. Rowling a utilisées, c'est celle qu'on va retrouver par exemple dans La Reine des Neiges, où vous avez deux personnages, un qui construit un conte de fées, donc une espèce d'épopée, l'autre qui suit un mythe et qui personnifie ce mythe. Et dans Harry Potter, on a aussi le condensé des deux. L'histoire du mythe, donc l'histoire d'un monde qui se crée, et ce monde évolue aussi, parce qu'effectivement, il y a l'histoire de Poudlard, auquel tout le monde croit. Hein. Je ne suis pas du tout étonné qu'on en ait fait un parc d'attractions, parce que tout le monde a envie de visiter Poudlard, parce que... Combien, imagine, moi je me souviens à l'époque, on avait demandé aux élèves, c'est quoi pour vous l'école idéale ? On avait à l'époque la Star Academy et Poudlard. C'est-à-dire deux écoles avec une pédagogie ultra traditionnelle, mais qui se caractérisait par deux éléments, auxquels d'ailleurs on doit toujours penser quand on pense à l'enseignement. Des enseignants qui croient au développement de leurs élèves, parce que ce sont des sorciers, ils ont été choisis. Qui disent précisément ce qu'il faut faire pour y arriver. Bien sûr, et ce sentiment de compétence qui est en permanence stimulé, avec l'idée que tu vas devoir agir, mais aussi maîtriser tes compétences. Et donc on a des pédagogies qui sont vécues par les enfants comme des pédagogies idéales, et ça enlève cette pression de grandir, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans Voldemort, celui dont on ne peut pas citer, mais qui en réalité va permettre à toute une génération qui vivait dans l'angoisse. Et l'angoisse, elle se crée essentiellement par le fait qu'on ne nomme pas les choses. Si vous dites ma grand-mère s'est éteinte, pour un enfant, la grand-mère c'était une bougie. Si elle est partie dans le ciel, elle va retomber. Si elle est partie faire un grand voyage, elle va revenir. Mamie est morte. On ne le disait pas. Et là, on a effectivement une autorisation à dire ce qui va remplacer, et c'est la démarche psychologique qu'on utilise pour transformer l'angoisse en anxiété. Et donc, ça a permis à toute une génération de nommer la mort. C'est Voldemort, on le cite sans le citer. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de la formule magique, qui est absolument géniale. Oui, vous disiez, Michel Dufresne, ce coup de génie de faire grandir les romans avec le lecteur. D'ailleurs, les derniers tomes sont beaucoup plus difficiles à lire que les premiers, donc c'est vraiment fait pour. D'ailleurs, les enfants attendent. Voilà, oui, si on va trop vite au début, on est parfois à 12 ans, on ne sait pas lire le 6e ou le 7e tome. Enfin, sauf, si on apprécie vraiment, mais c'est pas nécessairement fait pour. On n'a même pas envie, en fait. Les enfants n'ont même pas envie. Et alors, ce qui est peut-être intéressant aussi, Michel Dufresne, c'est qu'il y a en même temps des archétypes, vous disiez de l'époque, elle reprend, mais aussi de littérature, je veux dire, même presque millénaire. L'histoire de l'enfant élu. Bon, on peut voir même quelque chose de biblique là-dedans. Il y a aussi beaucoup de reprises de Tolkien, avec aussi quelqu'un qui est élu, destiné, non ? Je ne sais pas si vous le lisez comme ça. Alors, je le lis comme ça partiellement, mais de nouveau, je l'ancre dans l'époque où on cherche à se séparer de ce mythe Tolkien, en tout cas dans l'espace de la fantasy, puisque au même moment, aux États-Unis, il y a Robin Hood qui fait paraître l'Assassin Royal, l'histoire d'un orphelin élevé à la cour par le palefrenier, le gardien des chiens, un homme massif avec une grosse barbe, enfin je vous laisse imaginer. Voilà. Ah oui, il y a des références. Voilà, et qui va devenir le diplomate par excellence, à savoir l'Assassin Royal, et donc qui est aussi dans cette quête, et qui est aussi un personnage qui évolue, qui va grandir, et les livres aussi vont changer de format, même si c'était écrit pour adultes. Mais ce qui est intéressant là dans cette rupture, c'est qu'on commence aussi à envisager le mal à travers ses ambiguïtés. En fantasy, c'est aussi un moment où on lit une série qui s'appelle La Compagnie Noire, qui raconte le récit, les chroniques de mercenaires. Donc, qui sont payés pour faire la guerre, pour tuer ou autre, chose qu'il n'y a pas du tout chez Tolkien. Chez Tolkien, on est chez des bons, bien cadrés, et le méchant est clairement identifiable. Et ce qui est intéressant chez Harry Potter, c'est qu'il y a cette évolution. Si vous prenez le premier Harry Potter,
celui dont on ne doit pas dire le nom, c'est vraiment le monstre ultime. Quand vous regardez qui est Tom Jedusor à la fin, vous dites, sans spoiler, hein. Voilà, on va évoquer les notions de harcèlement scolaire ou autre, mais l'image que Harry peut avoir de son propre père ou de sa propre mère dans les relations qu'ils ont eues avec celui qui deviendra Voldemort change aussi. Le rapport avec ce professeur qui est d'abord le mauvais objet, Rogue, vraiment l'ennemi typique, puis on se rend compte que il n'est pas si noir que ça, quoique il pose des choix qui sont des choix moraux très compliqués. Oui. Mais oui, c'est ça qui est marquant, j'allais faire intervenir Bruno Hembeck là-dessus, c'est qu'au fond, il y a de la complexité, si on analyse l'œuvre, peut-être pas dans le tout premier roman, mais si on le suit, qui est assez dingue. Et je disais notamment la dépression, elle l'a elle-même assumé d'avoir mis sa dépression à travers ce phénomène des détraqueurs. Est-ce que le succès aussi, c'est peut-être pas que dans ce roman, si on le suit un petit peu avec l'évolution de son âge, on rencontre les problèmes des adolescents qu'on rencontre pas seulement dans sa des vie. Adolescents, aussi des adultes. C'est aussi une des forces d'Harry Potter. Comme Tolkien d'ailleurs. Tolkien, son coup de génie, c'est d'avoir mélangé un récit de guerre, le Silmarillion, avec un récit pour enfants, les Hobbits. Oui. Et au lieu de faire 2 récits séparés, il les a mélangés. Et finalement, à la demande de son éditeur d'ailleurs. Bien sûr. C'est trop compliqué. C'est absolument génial. Ouais. C'est ce qui explique que les enfants se sont sentis tirés vers le haut et que les adultes ont eux aussi lu Harry Potter sans se sentir tirés vers le bas. On est dans quelque chose qui s'adresse finalement à l'ensemble du monde et qui s'adresse particulièrement à des enfants qui grandissent. Dans sa reproduction au cinéma, par exemple, il faut quand même savoir que Harry Potter, c'est le premier film dans lequel on va montrer la mort d'un adolescent. Et on la montre jusqu'au moment où il meurt. C'est la première fois qu'on le montre. C'est pour ça qu'en Angleterre, d'ailleurs, on avait dit interdit aux enfants de moins de 13 ans non accompagnés, simplement parce qu'on savait qu'on avait affaire à une scène terriblement difficile à vivre, traumatisante, mais effectivement qui permettait de passer au-dessus, parce que c'est le principe des traumatismes, c'est apprendre aussi des mécanismes de résilience qui sont présents dans Harry Potter. Mais c'est ce qui explique cette apparence complexité qu'on a aussi chez Tolkien, avec des éclairs de simplicité. Une partie de Quidditch, ça fait respirer tout le monde, parce que ça, c'est vraiment pour les gamins. Et ça permet à ce moment-là de retrouver son âme d'enfant. La première, l'histoire continue. On évoque donc le succès d'Harry Potter, succès d'édition, 500 millions de livres vendus. Donc je disais, c'est fou quoi. C'est juste après la Bible et le Coran et Mao Tse-tung est lu. Alors des films aussi énormes. Alors les objets dérivés, on ne les compte plus. Peut-être un mot, Michel Dufresne, sur ce que ça a fait au secteur de la littérature jeunesse. On a entendu qu'il y avait beaucoup de marketing aussi. Les éditeurs ont mis en place ces sorties à minuit, où il n'y a que quelques exemplaires disponibles, où tout le monde court. Là-dessus, est-ce qu'il y a une trace aujourd'hui du phénomène Harry Potter? Est-ce qu'on essaie de le reproduire? Où est-ce qu'on en est en littérature jeunesse là? Alors, je pense qu'il y a plusieurs traces. La première, c'est de dire, oui, la littérature jeunesse existe. Oui. Parce que, et les jeunes lisent, évidemment. Voilà. Oui. Dans ces années-là, il y avait un gros succès qui était la série Chair de poule, qui va s'arrêter avec Harry Potter, paradoxalement. Mais c'était des épisodes plic-ploc, voilà. Tandis que là, une vraie série avec un personnage qui dure et tout, et des sujets sérieux. Donc, oui, même si c'est de l'imaginaire, ça peut être sérieux, ça existe. C'est montrer que la littérature jeunesse intéresse aussi les adultes, qui est quand même aussi un des grands coups de génie, peut-être pas calculé initialement, mais si vous êtes parent en 97, on va dire que vous avez 35 ans, ça veut dire qu'en 77, vous aviez 15 ans. Alors, quand vous aviez 15 ans, qu'est-ce qui apparaissait? Star Wars sur les grands écrans, Donjons Dragons, jeu de rôle. Et donc, une génération qui a vécu avec ces... C'est le début de cette fameuse génération geek qui rentre enfin en résonance avec ce que va lire son gamin, qui peut-être même va être le moteur de l'achat pour le gamin ou la gamine. Et donc, là, ça a un impact. Et après, évidemment, il y a le fantasme de la course au succès. Voilà, on va dupliquer, mais alors ça marche pas. Mais c'est aussi une vraie bouffée d'air en disant, aujourd'hui, la littérature jeunesse s'ouvre à toutes les formes de sujets, s'ouvre à toutes les formes d'imaginaire. On ne doit pas se restreindre à ce qui, à un moment, était quand même très cliché et très plan-plan. Et puis, alors, beaucoup de parents qui étaient quasiment soulagés de voir leurs enfants lire, parce qu'on avait peur, et on l'a toujours d'ailleurs, que les enfants ne lisent plus et qu'ils soient sur l'écran. Alors, ils ont qui commence à ce moment-là. Alors, ils ont été soulagés, et puis après, ils ont compris effectivement qu'il fallait pas opposer les écrans aux livres, parce que ceux qui avaient lu le livre sont partis voir des écrans et sont partis au cinéma. Et il y a eu tout un monde qui s'est mis en place, comme dans Star Wars d'ailleurs, c'est-à-dire, dès que vous créez un monde, et un monde qui a une cohérence interne, vous allez devoir créer un métamonde. C'est ça le merchandising. C'est-à-dire, vous allez créer un monde sur le monde.
monde avec des tas de trucs qui vont pouvoir s'acheter, qui vont pouvoir se monnayer pour créer vous-même votre monde. Mais c'est la grosse leçon, parce que c'est vrai que ça s'est mieux vendu que la plupart des livres et que c'est juste derrière la Bible. Mais ce qu'il faut aussi considérer, c'est qu'il y a plus de pages dans Harry Potter que dans l'Odyssée et l'Iliade, qui était aussi une suite, en fait, Oui. Mis bout à bout. Et personne ne s'attendait, non pas à ce que les enfants lisent, mais à ce qu'ils lisent des briques. Oui. Des briques sans images. Il n'y a pas la moindre image. Il y a eu d'ailleurs des versions Harry Potter pour enfants ou certains... Oui, avec des images, oui. Ça n'a pas marché du tout. Ça n'intéressait absolument pas les enfants. Certains adultes se sont dit, tiens, ils vont peut-être plus lire celui-là que l'autre. C'est pas vrai. Ça n'a pas été des succès commerciaux importants. Ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, au moment où ça s'est arrêté, il y a eu une espèce de déprime des jeunes, au point qu'il a fallu essayer de trouver d'autres alternatives. Et Michel Dufresne. Un élément clé aussi, c'est que J.K. Rowling va vivre avec son temps par rapport à Internet. Il va autoriser les fanfictions. Et donc, alors, expliquez ce que c'est. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai envie d'écrire sur un univers que je connais, Harry Potter, et je vais écrire une suite. Je vais reprendre un personnage, je vais raconter sa vie, et je vais le partager, initialement sur des blogs, puis sur des sites structurés, et ainsi de suite. Et on voit qu'aujourd'hui... Ça crée des communautés. Voilà. D'une part, il y a une communauté, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a toute une génération d'auteurs et d'autrices qui sont nés de la fanfiction. Ils en lisaient énormément, ils en écrivaient, et aujourd'hui, ils écrivent, tantôt pour la jeunesse, tantôt pour les adultes. Mais cette mécanique-là est une vraie mécanique née avec Harry Potter. Un dernier élément sur J.K. Rowling, elle est au cœur d'une insistante polémique à propos de la question trans. Elle explique des inquiétudes par rapport aux politiques d'inclusivité des personnes trans en ce qui concerne les espaces non mixtes, les toilettes, les vestiaires féminins, la médicalisation des jeunes trans. C'est quand même quelque chose qu'il faut dire d'elle, parce que pour toute une série de ses lecteurs et de ses lectrices, il y a des propos blessants aussi de J.K. Rowling. Alors c'est pire que ça. Je dirais que ça a été vécu par eux comme une vraie trahison. Parce qu'on a l'auteur qui met en scène les identités hybrides de manière superbe. Et là où on est dans des identités fluides, parce que c'est ça le mécanisme transgenre, on n'est plus un homme ou une femme, on est plus ou moins un homme, plus ou moins une femme, on a l'impression, et l'introduction qui montre tous ces rapports entre sa vie privée et ce qu'elle mettait dans son œuvre et comment elle l'a fait évoluer, on montre que là, effectivement, il y a sans doute une difficulté chez elle à accepter les identités fluides, et ça a été vécu comme, tiens, elle n'est pas son œuvre. Et c'est important toujours de le considérer. Il faut savoir que quand on demande à J.K. Rowling si Harry Potter existe, elle répond oui. Spielberg a le même souci avec E.T. Pour eux, ce ne sont pas des personnages imaginaires, ce sont des personnages réels. Elle répond avec cette phrase tout à fait merveilleuse, « Ben oui, il existe puisque je l'ai inventé. Et donc, on est dans la création d'un personnage qui va porter toutes ces difficultés, y compris l'hybridation identitaire, mais qui le met dans un monde magique et qui a du mal à le concevoir dans un monde réel. Et pour ses lecteurs, pour ceux qui la suivaient jusqu'au bout, là, il y a quelque chose qui, effectivement, est difficile à traiter d'un point de vue cognitif. Oui, Michel Dufresne, c'est vrai que dans le livre, il y a des sans-mêlés, des personnages qui sont issus de moldus et de magiciens, et ils sont rejetés d'un côté et de l'autre, et elle prend beaucoup d'attention à essayer d'expliquer leurs souffrances et à essayer de les faire évoluer, ces personnages. Et puis, il y a ces propos sur les trans qui surprennent, quoi. Alors, je pense que le dossier est complexe, je ne l'ai pas suivi de bout en bout. Ce qui est assez étrange, c'est que quand on est dans le cadre des fanfictions, elle n'a aucun problème. Donc on a du Harry Potter homosexuel, on a des personnages trans qui apparaissent, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ici, ce qui met le feu aux poudres, c'est des positions féministes initialement, et c'est découlant de ça qu'on va la pousser dans ses retranchements, qu'on va l'agresser aussi. Il ne faut pas perdre sa vue, il y a de vraies déferlantes sur X et autres. Et je ne sais pas si à un moment, c'est une question d'orgueil aussi, de dire, les gars, je vais me défendre comme je peux, ce qu'on voit aussi chez d'autres auteurs. On a eu le cas de George Martin, qui a des défenses parfois aussi très, très rudes vis-à-vis des fans et autres. Est-ce qu'à un moment, on cristallise pas ces défenses, justement, en tombant sur ses propres faiblesses et autres? J'avoue que je ne sais pas trop, mais les historiens nous le diront un jour, il faudra vraiment décortiquer toute la mécanique qui est derrière ça. Ça reste en tout cas une question qu'il faut évoquer quand on parle de J.K. Rowling. Il y a effectivement cette œuvre qui touche énormément de monde et puis des propos qui questionnent. Oui, en tout cas, elle a terminé son cycle. Elle a essayé d'écrire d'autres livres qui ont plus ou moins marché, mais généralement qui ont eu moins d'estime. Elle se cherche peut-être encore. On a l'impression qu'elle a fini
son œuvre absolue et qu'elle a difficile aussi à rebondir. Mais enfin, ça c'est un autre sujet après avoir publié ces romans qui ont fait un tel succès, évidemment. Merci à tous les deux d'avoir été autour de cette table. Bruno Hennebeek, je rappelle donc que vous êtes psychopédagogue, on peut vous entendre évidemment, notamment beaucoup sur les antennes de la RTB, et vous avez publié de nombreux livres. Et Michel Dufrane, chroniqueur littéraire, qu'on peut entendre dans notamment Sous couverture et Entrer sans frapper. Ou le 6-8. Sur Vivacité. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.